Il y a une dame qui arrive, je ne sais pas si c'est pour nous. Donc on est ensemble pour pour ceux qui sont en live, on est ensemble pour une petite heure. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de vous expliquer un petit peu la réalité du traumatisme. Bonjour. Un petit peu de vous expliquer la réalité du traumatisme pendant, allez, entre 30 et 40 minutes. Alors souvent je fais des promesses sur le timing et je les tiens jamais. Mais bon, on va essayer. Et histoire de garder un petit temps d'échange si vous avez des questions. Voilà. Avant de commencer, je voudrais reposer le cadre, ou poser le cadre, si on ne se connaît pas. Peut-être que vous me connaissez, mais histoire de bien dire comment j'en suis arrivé là aujourd'hui et me repositionner dans cette aventure humaine et professionnelle. En 2014, je suis capitaine dans un régiment d'infanterie et je commande une compagnie. Donc c'est à peu près entre 150 et 200 bonhommes. Et je suis envoyé en mission en Centrafrique. Et une mission militairement pas très compliquée, mais humainement assez difficile. Et quand on est rentré de Centrafrique, j'ai assisté impuissant à une hécatombe de syndrome de stress post-traumatique parmi les gars que j'y avais commandé. Et ça m'a quand même pas mal attristé. Et en plus, je changeais de poste. Et donc j'ai assisté de ça à loin. Et j'ai été vraiment révulsé à l'époque de voir que finalement, on n'avait rien d'autre à leur offrir que des médicaments, des arrêts de maladie et au bout de 3 ans, une réforme. Donc, on va dire à peu près en 2015-2016, il y a deux grandes questions fondamentales qui me hantaient l'esprit. La première, c'était c'est quoi ce traumatisme? C'est pas possible qu'on n'ait pas une réponse. Pour moi, j'ai la croyance que tous les problèmes ont une solution, et donc c'est simplement qu'on n'avait pas trouvé la solution. Donc c'est quoi ce traumatisme? Et la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi tel jour à telle heure j'étais sur le terrain avec mes gars, on a vécu une action de combat, on a vécu tel ou tel truc, pourquoi certains ont été traumatisés dans l'instant et pas les autres? Et ça, c'est une question à laquelle j'ai aussi voulu répondre. Alors la réponse, évidemment, elle est simple. Le traumatisme, il est éminemment subjectif. Mais ce que j'ai voulu comprendre, du coup, c'est qu'est-ce qui modélise cette subjectivité chez une personne. Bon, il y avait ça. Et là, quant au traumatisme, il y a plusieurs définitions pour dire ce que c'est qu'un traumatisme. Ce qu'il faut comprendre avec le traumatisme, c'est qu'il n'est pas psychologique. Ça, c'est moi qui le dis. Il est neurologique. Pourquoi je dis qu'il est neurologique? Parce que notre cerveau est fait de plusieurs parties. On a le cortex, on a le cortex. En dessous, on a plein de petites pièces de puzzle qui vont ensemble et qui font partie de ce qu'on appelle l'étage limbique. Et puis derrière, on a le tronc cérébral. Et toutes ces parties-là fonctionnent forcément ensemble. Et quand on vit un trauma c'est l'événement, eh ben, elles ne communiquent plus toutes ensemble. Et c'est ça qui fait le traumatisme. Et puis, il y avait aussi d'autres situations qui m'ont amené à réfléchir pour élargir le truc. En 2016, je passe l'oral d'un concours, le concours de l'école de guerre, donc la haute administration militaire, et devant 5 personnes, je m'effondre. C'est-à-dire que je suis en stress dépassé. C'est-à-dire que ma bouche prononce des phrases que mon cerveau lui-même ne comprend pas. Et donc, je sors de là et je me demande pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation, alors que 2 ans plus tôt, j'étais au combat avec mes mecs et j'ai jamais perdu mes moyens. Donc ça, j'en ai développé une compréhension, alors c'est encore un autre sujet, mais j'aime bien le mettre en lumière quand même, que sont les champs de l'identité. Et vous allez voir que souvent, chez moi, tout marche par 3, parce qu'on a 3 cerveaux dans le corps, on n'en a pas qu'un. Et on peut très bien être traumatisé dans un ou deux des 3 champs de l'identité. Et c'est ça qui va faire que, par exemple, quand j'étais un jeune homme, j'étais timide maladif. Parce que j'avais été traumatisé plusieurs fois, avec des guillemets évidemment,
dans un ou deux champs de mon identité, mais pas dans les trois. Et quand on est confronté à quelque chose de plus fort que la mort, je vais vous expliquer après, dans ces trois champs de l'identité, on se retrouve avec ce qu'on appelle un trauma au sens clinique et donc potentiellement derrière un syndrome de stress post-traumatique qui est on va dire le spectre haut de la famille des traumatismes. Alors ça, c'est moi qui le dis comme ça. Alors, comment on en vient à être traumatisé? Imaginez que vous avez un événement, il se produit un événement. Okay, par exemple, cet événement, c'est vous entendez un gros boom derrière. Et le gros boom, il va arriver à vos sens. Vous êtes d'accord? Et il va arriver dans ce qu'on appelle la mémoire sensorielle, en fait. C'est-à-dire qu'il rentre à l'intérieur de nous, cet événement, par nos sens. Alors, des sens, on n'en a pas que 5. On en a au moins 5 autres. Par exemple, la thermoception, l'équilibrioception, la proprioception, la nociception et la neuroception. La neuroception, c'est le radar à danger, la neuroception, vous allez comprendre après. Et donc, jusque-là, il ne se passe rien d'autre dans notre cerveau que j'accueille ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de moi. Et cette mémoire sensorielle, quand elle fonctionne correctement, les informations qui sont dedans n'y passent pas plus de 2-3 secondes. C'est 200 millisecondes, 3 secondes, la mémoire sensorielle. Alors, c'est quoi la mémoire sensorielle? C'est un ensemble de fonctionnements à l'intérieur du cerveau. Ce sont des circuits entre le cortex, le thalamus, l'hypothalamus, l'hippocampe, c'est toutes ces le complexe amygdalien, c'est toutes ces parties-là qui parlent ensemble. Okay, et parce qu'on accueille les sensorialités, alors je ne veux pas rentrer dans les détails après, parce que ça ne servira à rien, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que cette mémoire sensorielle, elle est très très courte. C'est pour ça que moi, je l'appelle la mémoire de l'instant présent, parce que tout ce qu'il y a dedans pour votre cerveau, c'est présent et réel. Ça, c'est fondamental à comprendre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir une première analyse, pour simplifier. Et donc, alors, non, vous n'allez pas avoir une analyse. Avant, vous allez avoir un stress, pardon. C'est-à-dire que si vous entendez un gros boom, alors évidemment, l'événement, c'est un boom, sinon il n'y a pas de stress. Hein. Mais si vous entendez un grand boom, ça rentre dans votre cerveau, ça arrive dans les mémoires sensorielles, et en même temps, ça crée un stress, ou un stress même directionnel, parce que si le boom, vous l'entendez là, tout le monde va se retourner, vous allez regarder là-bas. Donc ça crée un stress directionnel. Et ensuite, vous avez votre cerveau qui va commencer à analyser ce que vous voyez, à analyser ce qui se passe. Une fois que vous avez tourné la tête, vous allez vous dire « Ah bah en fait, c'est la porte qui vient de claquer parce qu'elle était ouverte et qu'il y a un grand coup de vent. » Mais vous allez aussi peut-être vous dire « Ah bah c'est un terroriste, c'est une attaque à main armée, c'est je ne sais pas quoi. » Et à partir de là, je la fais court, hein, mais on va avoir une réaction. Alors, cette réaction, elle est subjective. C'est-à-dire que l'analyse ici est subjective. Et la réaction que vous allez avoir, elle est subjective également. Pourquoi? Alors, vous comprenez bien que si je vous dis tous, fermez les yeux, je vais vous donner une couleur et vous allez me dire ensuite à quoi ça vous a fait penser. Fermez les yeux. Bleu. Ouvrez les yeux. Vous avez pensé à quoi? La mer au ciel. La mer aussi. Ta chemise. Donc en gros, vous êtes quatre, vous avez pensé à 3 choses différentes. Pourquoi? Parce que c'est votre fond subjectif qui veut ça. Alors, c'est quoi qui fait le fond subjectif, selon moi? C'est 3 choses. 3 choses parce qu'on a 3 cerveaux. Ici, on a 40 000 neurones sur l'arrière droite du cœur et moi j'y mets tout ce qui est en lien avec les peurs qu'on développe dès la petite enfance
par rapport à nos relations avec le monde extérieur. Vous avez 5 peurs fondamentales. La peur de la douleur, évidemment, c'est de la douleur sociale du coup. Mais on a la peur de la douleur. Quand on a la peur de la douleur qui est activée, le comportement, ça va être la fuite. On a la peur de ne pas être à la hauteur. Ça va donner souvent de la rigidité. On a la peur de perdre le contrôle. Bon, ça va donner du contrôle. On a la peur de manquer. Ça, souvent, ça va donner de l'oralité. Quand on parle beaucoup, on maintient le lien avec les gens parce qu'on a peur de le perdre, ainsi de suite. Et ça va donner la 5e peur fondamentale, c'est celle d'être humilié. Et vous allez avoir avec cette peur des comportements qui sont plutôt tournés vers les autres. Avant d'être humilié, je vais d'abord m'occuper des autres, comme ça va limiter le nombre de fois où je vais être humilié, par exemple. Pour ceux qui connaissent, ça peut vous faire penser aux blessures de Lise Bourbeau, mais j'ai préféré remonter à la source psychanalytique qui l'a inspirée, parce que c'est un peu tarte à la crème par moment, les 5 blessures, et surtout, ça peut être culpabilisant, on peut avoir certaines réticences. Si on passe par les peurs fondamentales, les choses sont différentes, et puis surtout, c'est beaucoup plus complexe derrière. Bref, donc ici, j'y mets comment on s'est construit socialement pendant notre enfance, dans le cœur. Et ensuite, en fonction de comment on s'est construit, on développe un système de valeurs. Quand je dis valeurs, c'est les choses importantes pour nous. Ça n'a rien à voir avec l'éthique ou la morale. Okay ? Donc moi, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Je me suis engagé à l'armée pour défendre la liberté. J'en suis parti parce que je voulais être libre. Et aujourd'hui, mon boulot, c'est d'enlever les traumatismes dans la tête des gens pour leur rendre leur liberté. Donc ma valeur à moi, c'est la liberté. Bon, souvent, on a entre 5 et 10 valeurs, il faut les connaître, les organiser. Mais c'est pas... je vais rentrer dans le détail. Un système de valeurs, c'est compliqué. Ça peut être compliqué et long de l'établir parce que ça dépend des critères. Si je vous dis l'amour, c'est important pour vous, oui, vous allez me dire oui, mais vous allez tous mettre autre chose derrière l'amour. Donc, c'est des critères de différenciation qui sont importants dans le système de valeurs. Et le 3e truc qu'on va trouver, le 3e pilier qu'on va trouver dans notre fond subjectif, évidemment, c'est les croyances. Voilà. Mais pourquoi j'en reviens pourquoi j'insiste sur les peurs fondamentales? Parce qu'elles activent des comportements différents. Donc en fonction de nos peurs fondamentales, la réaction qu'on va avoir par rapport à cet événement-là, elle va être différente. Elle va activer un système nerveux différent. On a 4 systèmes nerveux, schématiquement. Alors en fait, non, on en a beaucoup plus, les systèmes nerveux, mais les systèmes nerveux qui initient les comportements, il y en a 3, moi j'aime bien dire 4. Vous avez le système du figement. Celui-là, en fait, il travaille tout le temps parce qu'il s'occupe de la digestion, du système immunitaire. C'est lui qui fait battre notre cœur et notre respiration de la façon la plus minimale, par exemple quand on dort. Okay ? Et puis si on a besoin de s'activer, on va monter. Donc celui-là, c'est ce qu'on appelle le parasympathique dorsal. On va monter dans la mobilisation si on a besoin de se bouger. Donc là, on va être dans le système orthosympathique. Et dans l'orthosympathique, il y a 2 branches. Il y a la branche fuite et la branche agressivité. C'est pour ça que souvent, quand on vous parle de mode de survie, on vous parle de fuite, combativité et figement. Mais le figement, vous voyez bien que ce n'est pas le même système nerveux. Donc moi, je suis contre dire ça. Et vous allez comprendre pourquoi derrière. Et le dernier système nerveux, c'est ce qu'on appelle l'engagement social, le parasympathique ventral. Alors dorsal parce qu'il sort du tronc cérébral par la partie antérieure, postérieure, et le ventral parce qu'il sort par la partie antérieure, juste. Et le système d'engagement social, c'est celui dans lequel on est là, tous, normalement. On est bien, on discute, tout va bien, il n'y a pas de danger, donc on n'est pas stressé, on est dans notre système d'engagement social. On l'est vraiment plus, par exemple, quand on flirte dans notre système d'engagement social. Les petits papillons dans le ventre, c'est le système d'engagement social. Donc vous voyez bien qu'en fonction de comment on a analysé les choses et comment on est construit dès le départ, dès notre enfance, on ne va pas forcément tous avoir les mêmes réactions. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très fuyant. Et toutes mes années à l'armée m'ont rendu agressif. Forcément, à chaque fois qu'on s'entraîne,
il faut apprendre à commander, il faut donner des ordres. Bah, forcément, j'apprends à développer la branche agressive de mon système nerveux. Ouais. J'ai juste une question sur la partie analyse. Tu dis que on a une analyse subjective, mais si c'est la porte qui claque et qu'on s'en est rendu compte, du coup c'est objectif, on sait que c'est la porte qui a claqué. Oui, là en l'occurrence c'est objectivable. Donc là du coup on enlève ça de la... Tout à fait. de notre... Mais par contre, si c'est... Un truc qu'on sait pas... Oui, parce que la porte qui claque c'est objectivable, Ouais, c'est simple, et on a tous surtout les mêmes références D'accord. par rapport à ça. Par contre, si c'est... On entend un boom mais on ne sait pas ce que c'est. Bah, c'est ça. va l'interpréter de sa façon. C'est ça, et puis ça s'explique. Si c'est un terroriste qui rentre, nous deux, on est des anciens militaires, on va voir si on n'a pas une chaise à lui jeter dans la gueule, pendant que vous, mesdames, vous allez peut-être regarder où sont les portes de sortie. Vous voyez, on va gérer le truc différemment, parce qu'on a appris, parce que dans notre système de croyance, alors après, il y a la mémoire procédurale qui va entrer en ligne de compte et tout, mais ça c'est spécifique, j'aborde ça vraiment quand on est avec des militaires, mais dès que ça devient compliqué, ça devient de plus en plus subjectif. Je comprends bien. Et donc du coup, les fuyants, si jamais c'est un terroriste, bah, ils vont chercher à se mettre sous la table, ils vont chercher à effacer leur silhouette, et c'est un mode de survie qui se respecte comme les autres, hein. Et puis les agressifs, ils vont se demander s'ils vont pouvoir combattre, et comment ils vont pouvoir combattre. Mais on a des réactions, et on va pas être dans le même système nerveux, ok ? Et donc, une fois qu'on a eu les réactions, qu'est-ce qui se passe ? Bah, on va refaire une analyse de situation, ok, par rapport à l'évolution de l'événement, tout simplement. Maintenant, là où c'est important de comprendre, c'est que il y a plein de moments. Alors schématiquement ici, c'est vraiment avec l'analyse, mais l'analyse on l'a tout le long. Si subjectivement le truc qui se passe, ça rentre pas dans notre carte du monde, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas y faire face, ici on va se retrouver dans notre système de figement. Et là, c'est la porte d'entrée du traumatisme. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes figé, l'appareil neurolinguistique ne fonctionne plus en fait. C'est-à-dire que le corps ne fonctionne plus. Vous avez beaucoup de témoignages de personnes, en fait leur conscience sont même collés au plafond, sont sortis de leur corps. Le corps ne fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui marche, et donc l'appareil neurolinguistique, il ne marche pas non plus, du coup on ne peut pas donner de sens à ce qui se passe. Donc techniquement ça s'explique, hein, c'est-à-dire que le thalamus, qui est la partie du cerveau qui dit quand commence et quand termine un événement, bah lui il n'est pas informé, puisqu'il y a un court-circuit dans le cerveau, puisqu'on est figé. On se retrouve avec un danger qui du coup, le cortex non plus n'est pas informé, donc on ne peut pas raconter l'histoire. Hein, je crois que c'est Janet et Freud et Lacan qui disaient, non, Janet et Freud, donc on est il y a un siècle, hein, c'était un siècle et on avait déjà compris des trucs, hein, il n'y avait pas les médicaments à l'époque, donc on était bien obligé de comprendre, qui disaient, hors langage, comme cette partie-là du cerveau, elle ne peut pas parler parce qu'elle n'est pas alimentée, elle n'est plus connectée, il y a un court-circuit, on ne peut pas mettre de mots sur ce qu'on voit, on est figé. Et ça, c'est la porte d'entrée du traumatisme, parce que quand on est figé, les sensorialités, elles restent bloquées là-dedans. Du coup, j'ai une question, est-ce qu'il y a plus de risque d'être traumatisé quand on est enfant, finalement, quand on n'a pas l'usage de la parole pour pouvoir exprimer ce qu'on voit ? Oui, c'est vraiment un autre sujet, mais oui. Oui, parce que plus on est petit, plus on est en interaction avec le monde extérieur que par les sensorialités. C'est le langage qui nous permet d'élaborer et de mettre du sens sur les événements. Oui, mais on voit bien d'ailleurs que si on s'est retrouvé figé 2, 3, 4, 5 fois
dans notre enfance et notre petite enfance, là, on a un petit peu plus de chances de se retrouver figé. Pourquoi? Parce que si notre cerveau il a compris le figement, c'est pas un mode de survie. Je suis désolé, l'espèce humaine, elle n'a pas traversé les millénaires grâce à la tactique de l'opossum. C'est des conneries, ça. Notre mode de survie, c'est la fuite ou l'agressivité. Par contre, si dès 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 15 ans, parce qu'on a vécu des événements, une famille où ça remuait un peu, ou alors très dysfonctionnante, notre cerveau, il a appris, il s'était déjà figé. Il a appris que le figement lui sauvait la vie. Ça devient un mode de survie. Mais à chaque fois qu'on est là-dedans, les sensorialités, elles s'accumulent en mémoire sensorielle. Quand on vit une agression, alors il y a plein de types d'agressions, mais j'ai l'exemple d'un gendarme qui se retrouve dans une banlieue, roué de coups, tout seul, isolé, roué de coups, laissé pour mort. Lui, il en a accumulé en quelques minutes, quelques secondes, il en a accumulé un paquet des sensorialités là-dedans. Mais ce sont des sensorialités de danger, c'est pas la porte qui vient de claquer, hein. C'est le terroriste, c'est l'agresseur, c'est les roquettes qui tombent, qui passent au-dessus de la tête, les grenades qui pètent, enfin, c'est ce genre de choses. Ça peut aussi être évidemment des agressions de différentes natures. Et des fois, on va se fixer sur une sensorialité. On a été agressé, on s'est retrouvé pendant X minutes avec la tête devant le mur, et c'est ça qui va revenir en permanence, puisque c'est la mémoire de l'instant présent. Ça. Donc c'est ça, après, on l'a dans la tête en permanence. Et c'est la différence entre une réminiscence et une réviviscence. Une fois qu'on a des trucs qui sont bloqués là-dedans, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, qu'on a eu un court-circuit dans le cerveau, avec des sensorialités qui restent coincées là-dedans, pour le cerveau, ces sensorialités qui sont coincées dedans, c'est du réel et du présent. Alors, comme on va mettre de la conscience et tout, ben, on va arriver soit à se lever, soit à se coucher, soit je ne sais pas quoi, mais en fonction de la gravité du trauma, donc de l'infection, le trauma c'est l'événement, le traumatisme c'est l'infection, eh bien, en fait, on va passer la journée, tous les jours, 100% du temps, en hypervigilance, avec régulièrement, non pas des images de ces événements qui nous reviennent à la tronche, mais des revécus, et qui sont forcément sensoriels. Ce n'est pas des images. Et c'est donc de la neurologie, pas de la psychologie. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, quand on a une roue pétée à notre voiture, on ne commence pas à sortir un marteau pour réparer. Enfin, on prend les bons outils. Donc, pour réparer ça, ça se répare avec des outils, des protocoles neurologiques. Quand je dis c'est neurologique, je ne fais pas un trou dans la tête des gens pour aller... on est d'accord? C'est un protocole neurologique. Alors, on va faire un petit test. Je vais vous faire comprendre ce que c'est que la neurologie. Prenez la personne qui vous agace le plus. Fermez les yeux si vous en avez besoin. Je vous invite à le faire aussi en live. Fermez les yeux, mettez la personne qui vous agace le plus en face de vous sur votre écran mental et si possible dans la dernière expérience la plus agaçante. Hein. Et là, vous sentez que ça monte. Hein. Là, vous sentez que ça vous énerve. Maintenant, sur votre écran mental, cette personne, vous la rapetissez. Donc, vous lui mettez des grands bras et un tout petit corps. Vous lui mettez des chaussures en 65 de clown. Vous allez changer sa voix pour faire une voix de petite fille. Vous lui mettez un grand chapeau sur la tête qui lui descend juste devant les yeux. Et puis vous lui mettez un filet de bave et un gros cheveu sur la langue. Bon, vous voyez bien que là, avec de la neurologie, je viens de changer les représentations que vous avez et donc votre état interne. Vous êtes d'accord? Vous êtes tous d'accord. Alors, c'est pas ça que je fais avec le traumatisme, hein, ça ne marcherait pas, on est bien d'accord. Mais c'est ça la neurologie dont je suis en train de parler. Donc, le figement, c'est la porte d'entrée du traumatisme. Et alors, vous voyez bien que ce qui fait syndrome de stress post-traumatique, ce qui fait traumatisme au sens clinique,
le SSPT, ESPT, PTSD, enfin bon, je ne sais pas si vous êtes familier, mais bref, ce qui fait traumatisme au sens clinique, c'est que l'événement qu'il y a ici, c'est pas une confrontation à la mort, c'est une confrontation à plus que la mort. Qu'est-ce que j'entends par là? On est un seul et même système cybernétique. On a 3 cerveaux. Donc on est un seul et même système cybernétique, corps, âme, esprit. On a 3 cerveaux dans le corps, le cerveau, ce qui équivaut au corps, je le mets dans le cerveau entérique, âme, esprit. Alors, selon les cultures, on peut peut-être se battre sur la sémantique de l'esprit, mais l'esprit, je mets la conscience. Ok? Corps, âme, esprit, c'est un seul et même système cybernétique. Or, quand on parle de la mort conceptuellement, vous la placez où? Oui. Mais conceptuellement, quand on dit mon oncle est mort hier, on se représente un corps dans un cercueil. On se représente la mort du corps. Oui, c'est ça. Mais quand on y est confronté pour de bon à la mort, eh bien, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème là, et il y a un problème là, et on ne sait pas y répondre. On ne sait pas y répondre, donc on va se retrouver figé. Et alors, vous allez me dire, parce que ça, tout de suite, moi, le premier livre que j'ai lu sur les traumatismes, c'est La densification de l'être, du docteur Chaput et du père Vénard, qui ont été respectivement médecins et padrés militaires. Les deux ont été blessés psychiques. Et dans leur livre, ils disaient, la définition d'un traumatisme, c'est une confrontation par surprise avec la mort. Oui, mais ça ne marchait pas pour les victimes d'agressions sexuelles. La grande majorité des victimes d'agressions sexuelles, elles ne sont pas confrontées à la mort du corps. Par contre, là, on ne sait pas analyser. On est dans ce genre, par exemple, d'événements traumatiques, on est dans la négation de ça. Ça devient un objet, le corps devient un objet, dans la plus grande et violente négation du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc en fait, j'ai envie de dire, la faiblesse, avec des gros guillemets, hein, elle se trouve là. Et dans notre monde où la spiritualité n'est pas... Alors c'est en train de changer, mais la spiritualité n'est pas forcément la priorité de notre quotidien, hein, c'est plutôt métro, boulot, dodo, dépêche-toi, sois à la hauteur, sois à l'heure. On oublie un petit peu de réfléchir à ça. Alors après, je l'aborde un peu plus spécifiquement quand je fais cette conférence qui est un peu plus poussée directement avec des militaires, parce qu'il y a un vrai travail à faire là, parce que quelque part de musculation, de prévention spirituelle, psychique, ce genre de choses. Donc finalement, Freud parlait d'anéantissement. Le docteur Lénès parle de néantisation. Voilà, c'est la même chose, hein. J'ai pris les mots d'un mec, je les ai changés. Mais Freud parlait déjà d'anéantissement. C'est une confrontation à l'anéantissement. Et l'anéantissement de ça, c'est beaucoup plus fort et difficile à accueillir, à interpréter, à mettre du sens que la mort du corps, puisque conceptuellement, globalement, ça, c'est pas forcément un grand problème. Alors, elle est là, la réalité du traumatisme. C'est un état de figement qui crée un court-circuit dans le cerveau, qui nous met derrière avec, comme ce court-circuit fait qu'on est le danger. En fait, le danger, quand je dis mémoire sensorielle, c'est que le danger, il est marqué au fer rouge dans le catalogue à danger. Et le catalogue à danger, l'hippocampe, il est ouvert en permanence à la même page.
de l'événement traumatique qu'on a vécu. Donc on vit après avec ça. Alors des fois avec le temps ça passe, mais moi il y a un truc qui m'agace beaucoup, c'est le terme de résilience. Parce que les résilients, j'en croise pas beaucoup. J'en croise, mais pas beaucoup. Alors pourquoi on est aussi inégaux face à la résilience? Ça dépend de comment on s'est construit subjectivement déjà. Ça dépend de combien de fois on s'est retrouvé figé pendant notre enfance. Ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de qu'est-ce qu'on a dans notre système de croyance qui nous permet de nous élever spirituellement après la blessure. Ça dépend de tout un tas de choses que j'ai résumé de façon simpliste, là en le disant comme ça. Mais la résilience, c'est un terme qui vient de Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, c'est quelqu'un qui a été un enfant qui a bien grandi, qui a été choyé, qui a été traumatisé à un âge où son attachement, il était déjà sécure. Je crois qu'il avait 7 ou 8 ans quand il a réussi à s'enfuir d'un camp de concentration entre deux matelas. 7-8 ans, il avait déjà une certaine... sa structure psychique n'était pas terminée, parce que c'est plutôt 25 ans, la maturité de la structure psychique, mais il avait déjà des armes. Et surtout, il avait probablement des parents qui l'ont materné correctement quand il était tout petit, une bonne période d'attachement, la période orale entre 0 et 2 ans en gros. Et donc il avait des nouages psychiques qui étaient bons, et donc c'est ça qui fait que plus tard il a été résilient et qu'il a eu de bons tuteurs de résilience. Tuteur de résilience, c'est un terme à lui ça aussi. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et donc quand on manque de ressources endogènes, parce que on s'est retrouvé déjà figé plusieurs fois pendant l'enfance, qu'on n'a pas eu de bons tuteurs de résilience, qu'on n'a pas eu le maternage équilibré dont on a besoin, parce qu'on n'a pas besoin que de maternage, on a besoin aussi d'épreuves et d'adversités dans la vie pour être résilient plus tard. Le premier truc qu'on fait avec un jeune soldat à l'armée, c'est qu'on l'a guérit. On le fout dans un trou de combat, sous la flotte, il y passe sa nuit, on l'a guéri. Donc quand on est gamin, il faut s'aguerrir aussi, pour être équilibré, avoir des ressources endogènes face aux épreuves de la vie. Donc, mais finalement, ceux qui arrivent à sortir de ça avec des ressources endogènes ne sont pas si nombreux. Toutefois, ils ont besoin de 3 choses. Ça, c'est commun à tous, mais les moteurs de résilience, on a besoin de 3 trucs. 3 piliers, parce qu'on a 3 cerveaux. On a besoin de relations sécurisantes, pas des potes. On a besoin de gens qui vont nous aimer inconditionnellement, mais surtout qui, quand nous, on est en hypervigilance, quand le blessé psychique, il est en train de faire une crise, à l'intérieur de lui, il est en train de revivre un flashback, ce genre de choses, en face, il a besoin de gens qui soient super calmes. Pourquoi ? Je vous ai dit qu'on avait plusieurs sens, dont la neuroception. La neuroception, c'est notre radar à danger. Alors, il travaille bien en dessous de la conscience. Et la neuroception repère tous les éléments de contexte qui peuvent rappeler des dangers qui sont dans le catalogue à danger. C'est pour ça qu'une boîte de conserve qui tombe, ça peut mettre un blessé psychique par terre pendant le reste de la journée. Mais la neuroception, elle détecte aussi l'état des systèmes nerveux des autres personnes qu'il y a autour. C'est pour ça que la panique est contagieuse. Ce n'est pas une question d'intelligence. À partir du moment où il y en a un qui panique, il en fait paniquer 2 à côté, et ça contamine tout le monde parce que les neuroceptions communiquent entre elles. Donc, je vous montre le cerveau du cœur là. On a besoin de liens sécurisants avec des gens qui sont bien calés, qui sont calmes, qui sont en sécurité d'abord avec eux-mêmes et qui sont capables de nous mettre en sécurité. Souvent, en séance de thérapie, j'ai beaucoup de... ou en accompagnement, ma clientèle, c'est beaucoup de femmes, pas surtout, mais qui n'est pas militaire, c'est beaucoup de femmes. Et elles sont en sécurité, elles me le disent toutes, on est en sécurité avec toi. Et parce que même derrière un écran, quand je suis en visio, ma neuroception dit à la neuroception de l'autre personne, tout va bien. Et ça, des fois, ça fait la différence. Parce que quand vous êtes dans le cabinet d'un professionnel qui commence à avoir les guibolles qui flageolent en écoutant votre histoire, ou une partie de votre histoire, parce qu'on n'a pas besoin d'écouter l'histoire. On n'a pas besoin. Forcément, la neuroception de l'autre, elle s'emballe.
Donc on a besoin de liens sécurisants. Derrière, ici, là, dans les valeurs, j'y mets aussi le champ de l'action. Ouais, parce que les valeurs, c'est ce qui crée des émotions, c'est ce qui nous met en action. Hein, je vais faire du sport parce que pour moi, la valeur, être en bonne santé, avoir un corps en forme et tout, c'est important pour moi. Donc ça me met en action, je vais faire du sport. Donc on a besoin de faire des choses. Quand on a une blessure, on a des blocages, que ce soit un syndrome de stress post-traumatique ou des blocages dans la vie, on a besoin de faire des choses pour aller mieux. Et surtout pas d'attendre d'aller mieux pour faire des choses. Parce que ça, c'est la pire des situations, tout simplement parce que si on attend d'aller mieux pour faire des choses, pendant ce temps-là, la zone de confort, elle se rétrécit. Voilà. Je connais des gens dans mon entourage proche, leur zone de confort, c'est chez leurs parents, leur appartement, le supermarché du village. Ils ne sortent plus du village. Donc il faut faire des choses pour aller mieux. Il faut passer à l'action. C'est pour ça que vous avez beaucoup de blessés psychiques qui se lancent. Je regarderai éventuellement les messages et les questions après pour le live. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de blessés psychiques qui se mettent qui se mettent à voyager, qui se mettent des challenges, l'Himalaya, ce genre de choses. Bah ouais, ils se mettent en action. Et pendant qu'ils se mettent en action, c'est un peu une autothérapie par exposition finalement. Bon, même si je ne suis pas du tout fan de la thérapie par exposition, hein, c'est une grosse bêtise. Mais la personne qui se met en action, elle se met en action de façon écologique pour elle. Donc là, ça parle, là c'est bon. Et la dernière chose dont on a besoin, c'est d'apprendre avec le cerveau de la tête. Parce que dès qu'on apprend, on fabrique des neurones, on stimule la neuroplasticité cérébrale. On sait aujourd'hui qu'on fabrique des neurones. Hein. L'idée qu'on est avec un capital qu'on perd tout au long de notre vie, ça c'est terminé ça. Hein. Ça a été prouvé que... Donc dès qu'on se met à apprendre des trucs, eh ben, automatiquement on se met à créer des neurones, des nouvelles connexions, et ça contribue à la résilience. Et si on peut apprendre un truc avec le corps, comme le golf par exemple, et puis en même temps un truc avec la tête, hein, le mandarin, j'en sais rien, et ben là on se met des vrais challenges, on se focalise sur des objectifs, sur le futur, on crée de la neuroplasticité cérébrale, on va rencontrer de nouvelles personnes, on va sortir de chez soi et ainsi de suite. Maintenant, si on fait comme ça, si on essaye de prendre le chemin de la résilience, c'est pas dit que tout le monde y arrive, parce que c'est pas donné à tout le monde, hein, je suis désolé, on est égaux en droit, mais pas dans notre enfance. Donc chacun est né dans le milieu dans lequel il a grandi. Des fois, ça peut mettre des freins à la résilience. Je ne dis pas que c'est pas possible. Moi, je constate juste qu'il y en a, on a beau leur dire, fais des trucs, crée des bonnes relations et mets-toi au mandarin, ils n'y arrivent pas. Bon, bah comme le traumatisme, il est neurologique à cause du figement, eh ben, on va travailler sur la neurologie du souvenir. Alors, des formations en psychotraumato, j'en ai fait plusieurs. Il y a des outils que j'ai abandonnés parce qu'ils fonctionnaient très bien, mais ils étaient violents. Et il y a des outils qui fonctionnent très bien sur la neurologie du souvenir traumatique, parce qu'en fait, on va recabler les différentes parties du cerveau qui n'ont pas fonctionné ensemble. Et comme le tronc cérébral, par exemple, on utilise les caractéristiques du tronc cérébral pour travailler sur le souvenir traumatique. Le tronc cérébral, par exemple, ne fait pas la différence entre ce qui est passé et ce qui est présent. Et donc on va utiliser cette caractéristique-là pour aller retravailler sur le souvenir traumatique en évitant le figement ce coup-ci. Et si on va retravailler l'événement en évitant le figement, en changeant l'histoire, le tronc cérébral, il veille autre chose. Le reste du cerveau communique pendant ce temps. Et ça règle le problème. Tout dépend aussi du nombre de dossiers qu'il y avait en amont. Tout dépend de la quantité de traumatisme. Ça, c'est moi qui ai inclus cette notion de quantité de traumatisme. Voilà, j'ai découvert ça avec des personnes qui avaient vécu beaucoup de traumatismes pendant l'enfance. Ça fait du coup beaucoup de dossiers, entre guillemets, ça fait beaucoup de charges traumatiques. Ça crée souvent ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, ça vient de là. Il n'y a pas de trouble de la personnalité, bon c'est de la psychopatho, mais il n'y a pas de trouble de la personnalité sans traumatisme avant 8 ans.
Enfin, là, dit comme ça, c'est simpliste, mais en gros, c'est un peu ça le principe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder s'il y a... Du coup, je vais avancer un peu la caméra, ce sera peut-être plus pratique pour moi. Oula, il y a beaucoup de commentaires. Alors... Hugo, la mère. Ok. Ouais, ok, ça commente, ouais. Tout le monde peut être résilient s'il est bien accompagné. S'il est très très bien accompagné et avec du temps, oui. Ok. Est-ce que vous avez des questions, des échanges, des remarques, envie de rebondir d'une façon ou d'une autre? C'est pareil sur Facebook si vous êtes toujours là. Si vous avez des questions. On peut éliminer tous les symptômes. Oui. Dit comme ça ressemble à une promesse de vendeur de tapis. Je sais, Hugo. Mais globalement, c'est ce que je constate. Peu importe le protocole que j'ai déjà utilisé d'ailleurs, hein, qu'on peut utiliser. Mais globalement, tout ce qui relève de l'hypervigilance, c'est lié à un danger bloqué dans la mémoire sensorielle. Je ne sais pas si vous voyez très bien mon tableau sur Facebook, mais c'est lié à un danger qui est bloqué dans la mémoire sensorielle. C'est lié au court-circuit. Quand on rétablit le court-circuit, qu'on enlève ce qu'il y a dans la mémoire sensorielle et qu'on met à jour le catalogue à danger, l'hypervigilance disparaît, les cauchemars disparaissent et les flashbacks disparaissent. En fait, flashback et cauchemar, c'est la même chose. Hein. Ce sont des réviviscences, soit diurnes, soit nocturnes. Évidemment, nocturnes, elles ont une autre forme, le psychisme travaille différemment. Mais globalement, enfin moi je simplifie en disant ça. Derrière, il faut voir, il y a la neurologie du traumatisme, ça c'est une chose. Et après, il y a la reconstruction de ce qui a été détruit à cause du traumatisme. Hein? Quand vous avez une personne qui a passé 2, 4, 6, 8 ans traumatisée, elle est devenue imbuvable pour son environnement. Alors imbuvable, c'est-à-dire que son environnement a souffert avec. D'accord? Quand on fait des crises avec des abréactions, des trucs comme ça, bon, bah, l'environnement il ramasse un peu. Des fois, souvent, le couple il lâche. Les enfants, ils ont assisté à tout ça. Donc il y a des choses à réparer. C'est pour ça que moi, les premières fois où j'ai traité les gens avec des traumatismes, ils sont repartis, c'était génial. Okay, et puis 15 jours, 3 semaines, 1 mois plus tard, finalement, leur vie, c'est pas ce que j'espérais pour eux. Bah ouais, parce qu'il y a des dossiers, il y a des trucs qui ont été détruits, et c'est pour ça que il faut travailler sur la neurologie du traumatisme, mais aussi derrière, reconstruire et accompagner cette reconstruction. Voilà. Et ça se fait, la reconstruction, ça se fait avec des choses concrètes. Hein. Je ne vous parle pas de stage de sport, d'aération, d'aller à la montagne ou je ne sais pas quoi. Hein. Quand le couple il a passé 2-3 ans dans les pires situations à cause de l'un des deux qui était traumatisé, ils ont dans la roue de l'évolution du couple, ils sont complètement déphasés. Dans les 3 rôles du conjoint, il n'y en a plus aucun qui a été rempli. Dans les 3 piliers du couple, les 3 piliers se sont cassés la figure. Bon, il y a tout à remettre. Mais une fois qu'on met de la conscience là-dessus, on se dit, ok, maintenant on en est là. Voilà comment on remet de l'engagement, comment on remet du désir, comment on remet de la bienveillance dans le couple, comment on fait repartir les choses. Bon, bah, les gamins, ils ont peut-être souffert à tel moment, à tel moment, à tel moment. Quel âge ils ont, qu'est-ce que ça a provoqué, comment on le répare. Parce que dans l'enfance, il y a plein de choses qui peuvent être abîmées, mais tout se rejoue à n'importe quel âge. La crise de la quarantaine, c'est la puberté qui se rejoue. Hein. C'est tout. Donc tout se rejoue et peut se réparer. Donc avec les enfants, il y a des choses à comprendre. Voilà, c'est pour ça que je parle d'accompagnement et de reconstruction. Hein. C'est quoi la différence entre réminiscence et réviviscence? Je ne sais pas, c'est le second terme. Ouais, c'est ça, Hugo. Alors la différence entre une réminiscence et une réviviscence, mais une réminiscence, c'est
pensées intrusives, des fixations plutôt psychologiques, ce genre de choses. Donc ça reste, c'est ce que je mets grossièrement dans les manifestations psychologiques du traumatisme. Les réviviscences sont les manifestations neurologiques du traumatisme. On revit. Et en fait, moi, j'ai pas été traumatisé. Donc il y a des choses, j'ai compris la théorie, j'ai compris, j'ai aussi des fois revécu des trucs de façon sensorielle, donc j'arrive vraiment à me représenter les choses. Mais c'est compliqué de comprendre ce que c'est un flashback pour quelqu'un qui en vit, alors que nous, on l'a pas vécu. C'est un revécu puisque c'est sensoriel. Ça répond à la question? Ouais. Mais on peut vivre un événement, comme tu as vécu là, avec tes soldats, un événement fort, un peu traumatique. Toi, tu n'as pas été peut-être traumatisé, mais peut-être que tu viens avec ça. Je pense que régulièrement, tu as des images qui te reviennent, mais peut-être que tu les gères mieux. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Non. Non. Toi, ça te revient pas de temps en temps? Non. Il y a des moments où ça te... Alors... Même de façon très courte ou... Non. Non, pas du tout. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai pas été traumatisé et que je suis pas au courant. Alors, c'est ma deuxième question. Moi, je suis venu un peu pour ça. C'est que quand j'étais en école militaire, on nous avait souvent parlé, il y a eu l'exemple des gars qui étaient partis en Afrique. Ils étaient revenus, rien de particulier. Et 10 ans plus tard, il y a eu les premiers signes de leur traumatisme. Et c'est seulement là que l'armée s'est rendu compte que les mecs avaient été traumatisés sur les événements qu'ils avaient vécu en Afrique. Ouais. Et moi, ce que je me dis, au vu des événements peut-être que j'ai vécu, est-ce qu'un jour ça va pas ressortir? Moi, je me sens pas traumatisé, je me sens bien. Et je me dis, est-ce qu'un jour je vais pas le faire payer à ma femme et mes enfants sans m'en rendre compte, quoi. Ben, ce jour-là, tu viendras me voir. Oui. Mais il y a des signes avant-coureurs, il y a des choses qui parlent. Mais moi, je prends souvent l'exemple de ce gendarme dont le syndrome de stress post-traumatique lui a pété au visage à 75 ans pour la période en Algérie qu'il y avait vécu il y a 30 ans. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est le genre de personne qui est tellement dans le « je dois être à la hauteur »,« je dois »,« je si »,« je mi » qu'en fait, le traumatisme, il était là, mais il a tout refoulé. Mais tout ce qu'on refoule dans l'inconscient risque, je ne veux pas le dire en étant catégorique, mais tout ce qu'on refoule dans l'inconscient, à un moment donné, peut très bien traverser et arriver à la conscience. Et quand ça arrive à ce moment-là à la conscience, on est clairement là-dedans, parce qu'on devient conscient de ce qui est resté bloqué dans la mémoire sensorielle. C'est ce que tu disais tout à l'heure, il reste vachement dans son corps, du coup il n'est pas connecté à son âme, à son esprit, il continue de me desservir en disant je dois faire, il faut le machin. Comme il n'est pas connecté à tout ça, ça lui revient en visage. C'est ça. Ah ouais, d'accord, je comprends bien. Okay. Ensuite, il y a une autre question avec cette question-là, c'est les amnésies traumatiques. Donc, bon, ça, c'est souvent des événements qu'on a vécus dans l'enfance, ok, dont on n'a pas conscience, mais notre corps nous le dit. J'ai plusieurs fois levé des amnésies traumatiques avec des personnes qui venaient avec un tableau clinique au niveau des somatisations qui était tellement important que ça disait du refoulement du traumatisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on a, je ne sais pas moi, de l'endométriose, un genou qui flanche, des problèmes de je ne sais pas quoi, on a forcément été traumatisé au sens clinique. Je ne peux pas dire que c'est catégorique, mais pour le coup, il y a cette notion d'amnésie traumatique qui souvent s'exprime par le corps. Alors, comment je le schématise, ça? Notre cerveau, je vous ai dit tout à l'heure, il a en gros 3 étages, ok? On va dire que ça, c'est l'étage limbique. Et alors, c'est vraiment schématique ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas prouvé par les neurosciences, je ne sors pas d'une étude ou d'un bouquin ou de je sais pas quoi. C'est moi qui schématise les choses comme ça pour l'amnésie traumatique. C'est que vous voyez bien que ici, on a la conscience, ici, on aurait les étages inconscients, ok? Et là, on a tout ce qui relève de la lecture des états du corps. Parce que je rappelle que le nerf vague, c'est 80% de fibres
afférentes, c'est-à-dire des 80% de fibres qui remontent les informations du corps au cerveau. Et le corps, il est dans l'état qu'il est parce que la neuroception détecte ou pas des dangers. Moi, j'ai peur du rejet. Et dès que je sens que je vais être rejeté, je me crispe à l'intérieur. Hein. Pas besoin d'aller à la guerre pour... hein. Et ensuite, lui, le cortex, il va interpréter les choses comme il peut. Mais ce que je veux dire, c'est que les informations des états du corps remontent au limbique. Et le limbique, moi, je le coupe en deux avec une partie qui est bien connectée à la conscience et une partie qui est en dessous. Là. Donc, il suffit que à 6, 7, 8 ans, je sais pas, on a vécu quelque chose de traumatique et qu'on ait mis un couvercle. Là, il y a toujours la communication. Donc, dans le corps, on va sentir des effets. Mais par contre, lui, la conscience n'est pas au courant. Il faut faire un vrai travail. Alors, il y a des gens pour qui c'est long. Je me souviens, j'ai une personne en ce moment, on est quasiment je crois qu'on doit être à une dizaine de séances. Et ça fait 2-3 séances qu'on commence vraiment à avancer. Et puis une autre personne, où à la lecture de son corps, je savais qu'on avait un grave problème, mais il faut laisser avancer la personne parce que vous ne pouvez pas amener à la conscience des choses que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a un couvercle ici. C'est pas pour rien, il ne faut pas faire de conneries non plus. Hein. Mais donc je l'ai laissé avancer. Et puis un jour, elle m'a dit, je crois que je suis prête. Je ne sais pas si tu sais exactement ce qu'on va aller faire, mais elle a dit qu'elle était prête. Donc, et là, pour le coup, ça m'avait pris 4 séances, je crois, un truc comme ça. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire que j'ai la clé de toutes les amnésies traumatiques. Ça, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, ça, c'est le concept. Donc, ta question, c'était pourquoi ça peut ressortir 30 ans après ? Effectivement, quand on vit alors je rebondis sur cette question parce que je pense y avoir répondu, mais quand on vit un événement, le traumatisme il ressort pas tout de suite. Il y a une période de digestion que moi je mets en fonction des lectures et surtout des constats que j'ai faits, que moi je mets à 6 mois. C'est-à-dire que les effets du traumatisme, les symptômes, donc l'hypervigilance, flashback, cauchemar, ces symptômes qui sont neuropsychologiques, psychoneurologiques, là, sortent à 6 mois. Donc, moi, des fois, je disais à des gens à l'armée, non, cette personne ne fait pas un SSPT, c'est sa première mission, il n'a jamais rapporté de problème dans sa vie, quoi que ce soit, et il en rentre juste là. Donc ça, c'est ce que moi, j'appelle la différence entre un stress de résilience, qui est juste, j'ai passé 4 mois sous stress, et maintenant, il faut que je relâche. Et souvent, ça passe par je suis chiant, je suis agressif, je veux rien faire. Et un syndrome de stress post-traumatique qui se déclare souvent plus tard. C'est pas la même chose. Le stress de résilience peut amener au traumatisme dans des cas particuliers comme des professions à risque où les gens sont tout le temps exposés. À un moment donné, on va se retrouver avec un petit microfigement, un deuxième microfigement, et puis là, un figement, et puis voilà, les pompiers, typiquement les soignants, les policiers, les gendarmes, les pompiers surtout. Après, je n'ai pas de statistiques. Donc, il y a un délai. Je ne sais pas l'expliquer, je le constate. Dans la littérature, il est souvent amené, ce délai de 6 mois. Et par contre, effectivement, on peut très bien avoir vécu des événements traumatiques, c'est pas encore ressorti, on en vit un deuxième, un troisième, et là il y a tout qui monte. Donc mais il y a forcément un délai de digestion psychique avant que tout ça ne remonte. Alors, Hugo, quels sont les pièges et dérives d'un blessé victime de SSPT pour ne pas se perdre dans la guérison et reconstruction? C'est une question très intéressante et très délicate à aborder, Hugo. Je ne sais pas si tu es toujours là. Il a une paresthésie du côté gauche. Ouais. Hugo disait ça? Ouais. Oui, c'est les somatisations. Parce que, oui, alors, après je réponds à la deuxième question. Quand on va pas bien à l'intérieur, comme corps, âme, esprit, c'est un seul et même système cybernétique, selon les profils psychologiques, le corps va somatiser et ça va se lire.
C'est-à-dire que moi, j'ai eu un de mes gars à qui j'ai dit tu peux me dire toutes les pathologies que tu as eues? Alors, il a eu des diverticules avec une opération, il a eu des problèmes de peau, il y avait 3 ou 4 trucs. Et avec ça, je lui ai dit son vécu subjectif au moment du trauma. Bon, c'est un peu présomptueux quand je le pose comme ça sur la table parce que je ne maîtrise pas toute la grille de lecture. Et puis tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais en tout cas, moi, quand je lui ai livré, voilà, toi, en fait, tu t'es vu comme le papa de tes gars. Dans cette situation de combat-là, vous étiez figé à cause de mes ordres. Les circonstances peuvent figer. Donc, avec mes ordres, je vous ai dit, on ne réplique pas parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Je vous ai figé. Et toi, tu t'es dit, mes gars vont crever, je suis un mauvais papa, je veux les mettre dans mon camion et me barrer, mais je suis figé, je peux pas, et c'est comme ça qu'il a vécu les choses. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit, putain, c'est chirurgical. Donc le corps, il dit, il y a un sens derrière un symptôme. Derrière un symptôme, il y a toujours la manifestation et le sens. Si on traite le symptôme sans aller voir le sens, ça se déplace dans le sens du pire. Ça s'aggrave. Et la dernière question, Hugo, tu es toujours là, Hugo? Ouais. Les pièges à éviter, alors ça va peut-être faire mal ce que je vais dire. Mais quand on est blessé psychique, surtout si on est militaire, on a été blessé, donc normalement on doit être reconnu dans notre blessure. On doit avoir une médaille, on doit avoir une pension d'invalidité éventuellement. On doit être reconnu comme blessé par notre chaîne hiérarchique ou bien notre famille. Et ça pose un problème parce que si on vient enlever ça dans la neurologie et qu'il n'y a plus de problème, on n'est plus blessé psychique. Alors si, en fait, on est toujours blessé psychique, mais si on travaille là-dessus, quand on va passer en expertise, si on n'est pas déjà passé en expertise, ils vont voir autre chose, les médecins. Donc j'ai envie de dire, on a un vrai problème là-dessus. Moi, quand j'ai commencé à présenter mes travaux aux maisons Athos, ils m'ont clairement aidé à voir ce problème parce que je n'avais absolument pas conscientisé. Alors, est-ce que la question c'est est-ce qu'il faut choisir entre être blessé, reconnu et indemnisé ou bien mettre un couvercle là-dessus et puis se guérir en allant chercher les bonnes techniques parce qu'on va entrer par la neurologie et ensuite travailler sur la psychologie. Bon, c'est un débat que je pose. La question, elle est dite de façon un peu triviale, mais il y a quand même un petit peu de ça. Le deuxième danger, Hugo, c'est que quand on a été traumatisé pendant un certain temps, on ne dit plus ça dans le langage des gens, parce que les mots disent beaucoup. Dans le langage des gens, on dit pas, on n'entend plus j'ai une blessure psychique, on entend je suis blessé psychique. Bon, là, ça devient compliqué parce que ça veut dire que la blessure psychique, elle est rentrée dans la subjectivité de la personne. Au niveau croyance, c'est rentré dans le champ de l'identité. Et quand je vous parlais tout à l'heure des champs de l'identité, il y en a 3. Le champ de l'identité physique, le champ de l'identité sociale et le champ de l'identité cognitive. Bon, et à partir du moment où notre cognition dit « je suis blessé psychique », ça fait partie de notre identité. Mais combien de fois j'ai eu des soldats en consultation, en première consultation, ou tout simplement sur un échange, quand ils ont compris que je savais de quoi je parlais et qu'ils avaient compris comment ça s'enlevait, je les ai jamais revus. Donc c'est une très bonne question qui est très sensible, qui peut soulever beaucoup de débats. J'en parle rarement de ça, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors déjà que je suis désolé, mais l'institution, elle est un peu à la masse avec ces histoires de blessures psychiques. Si en plus on rentre dans ces débats-là, on va perdre tout le monde, quoi. Le piège des étiquettes, t'as raison, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis fier de moi, j'ai tenu mon timing. Sur Facebook, est-ce que vous avez encore des questions? Oui, auto-jeu triangle de Cartman, tout à fait, avec soi-même et aussi avec les autres. Mais oui, c'est une très bonne remarque ça, Hugo, je ne l'avais jamais formulé de cette façon-là.
Merci Hugo. Si vous n'avez pas de questions sur Facebook ou dans la salle, Non, ça va. je vous remercie pour votre attention. Je suis toujours là quelques instants si vous voulez échanger en particulier. Et puis sur Facebook, vous savez où me trouver. Ciao, ciao!